C'est vrai qu'on était un peu réticent au départ à lancer cette campagne de recrutement des membres actifs. C'est pour ça qu'au final, on l'a lancé en fin d'année de 2025, justement, parce qu'on voulait d'abord prendre le temps de faire les choses correctement, structurer l'association, etc. Et finalement, on a lancé, et les gens continuent d'adhérer, de s'inscrire, de prendre leur carte et de payer mensuellement leur cotisation pour l'association, parce qu'ils voient justement que ce que nous faisons est concret. Et donc, ça, c'est encourageant pour nous et pour tout le monde. Nous avons organisé le 28 février dernier une autre assemblée qui était notre assemblée générale ordinaire, où on est venu présenter donc le bilan de l'année 2025 avec les chiffres, etc. Et donc la communauté était extrêmement satisfaite de tout ce qui avait été fait. Ils ont validé le plan d'action 2026. C'est pour ça que je dis, il y a encore de belles choses à faire, mais de façon globale, si je dois vous donner un chiffre justement, c'est que mensuellement, on a, allez, je dirais à peu près entre 150 et 200 personnes qui nous rejoignent, en plus, mensuellement. Ça, c'est en sachant qu'on n'a pas encore lancé de campagne de recensement, on n'a pas encore... Ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Ce qui veut dire que même les 2000 c'est plus 2000, ça sera beaucoup plus si on met les chiffres à jour. Ça va très vite. Ça va très vite. Aujourd'hui, nous sommes la seule association congolaise qui est reconnue légalement. C'est vrai que il existe aussi dans certains quartiers, surtout à Casablanca, des petites mutuelles, c'est-à-dire que les gens se sont organisés entre eux, soit pour gérer des cas sociaux urgents, soit pour organiser des matchs de foot. Donc chaque collectif de quartier, si vous voulez, a son but, mais l'UCM ne vient pas pour faire disparaître ces organisations sectorielles. On vient plutôt pour être un pont entre la communauté congolaise dans les différentes villes, à l'échelle nationale. Et comme je le dis souvent aux différentes villes et même dans les quartiers, le fait que l'on soit une association reconnue permet de faire profiter de ce récépissé-là à tout le monde. C'est-à-dire que si on a des Congolais qui sont à la Gironde, par exemple, à Casablanca, et qui veulent organiser un événement, qui ont besoin d'une salle, ils peuvent faire la demande au nom de l'association qui est reconnue, et ils auront la salle. Tant que, s'ils adhèrent, bien sûr. S'ils sont adhérents. Et tant que l'événement qui est prévu n'est pas un événement bizarre ou douteux. Voilà. C'est pour ça qu'on doit toujours valider toutes les actions qui doivent être faites. Donc voilà, c'est progressivement, on y arrive parce qu'on part de zéro. Et donc c'est comme ça qu'on essaie de construire cette communauté forte et unie. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment très clair et je pense qu'il y a encore une autre question, notre conseiller. C'est un sujet assez intéressant et justement, à vous entendre, ça suscite des questions parce qu'on en a connu les associations qui commencent, qui n'achèvent pas le travail entamé et voir que seulement au bout d'une année, c'est ça, pratiquement presque, 2025 à 2026, même pas. Et vous y arrivez à réunir plus de 2000 Congolais. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait. Et justement, notre conseiller a une question encore. Oui, j'ai une question aussi parce que votre exemple, votre modèle vraiment est une école pour les autres communautés. Parce qu'au Maroc, il n'y a pas seulement la communauté congolaise. Oui. Il y a beaucoup de communautés, surtout la grande communauté ivoirienne qui existe ici. Donc, à la vue de toutes ces difficultés que ces autres communautés ont, pouvoir s'organiser en association comme la vôtre, je veux savoir si à votre niveau, vous ne trouvez pas la difficulté. C'est-à-dire des associations qui s'opposent, qui vous challengent ou alors qui vous combattent, je veux dire, en guillemets. Voilà. Et si vous rencontrez, vous avez réussi à surmonter toutes ces différentes difficultés. C'est aussi vraiment que je peux aider les autres communautés dans ce que vous avez dit. D'accord. Alors, avant de répondre à cette question, il faut que j'explique d'abord quel était mon parti pris en arrivant à la tête de l'association. Quand je suis arrivé à la tête de l'association, je suis venu avec un constat. Je me suis dit, il y a deux problèmes majeurs qu'ont eu nos précédentes associations.
parce que, comme je le disais, ça fait 22 ans que je suis au Maroc. Donc, j'ai quand même été présent dans la vie associative de la communauté et j'ai vu tous les échecs qu'il y a eu et pourquoi. Il y a eu deux éléments qui m'ont toujours marqué. Premier élément, c'est qu'une association ne peut pas fonctionner si elle n'a pas d'argent. Sans financement, vous ne pouvez rien faire. Et ça, c'était une évidence qui, pour moi, était une problématique à laquelle il fallait répondre avant de se lancer dans l'UCL. Le deuxième problème que j'avais remarqué, c'est que si vous lancez une association qui ne dépend que d'une seule personne, le jour où cette personne n'est plus là, tout s'écroule. Donc il ne faut pas que ce soit une association qui soit focalisée sur une seule personne, parce que c'est le président, donc c'est lui qui... Donc au départ, ce que j'ai dit en Assemblée Générale, c'est que le projet associatif que j'ai présenté venait répondre à ces deux problématiques. C'est-à-dire qu'on avait anticipé ces deux problématiques. C'était une petite parenthèse que j'avais ouverte, je ferme la parenthèse. Quand je regarde les autres communautés, d'abord, parce que vous avez mentionné les autres communautés, notamment la communauté ivoirienne, moi ce que je trouve dommage aujourd'hui dans la communauté ivoirienne, c'est que rien qu'à Casablanca, il y a au moins 7 ou 8 associations différentes avec des présidents différents. Je pense qu'il y a un gros effort de structuration à faire au niveau de Casablanca pour avoir une communauté unie, au lieu d'être dispersée. Vous avez le même passeport. Pourquoi est-ce que... Donc ça, je trouve ça un peu dommage, mais au-delà de ça, c'est vrai que je ne vous cache pas que depuis 2025, on a été approché par plusieurs responsables d'associations subsahariennes qui avaient besoin de nos orientations ou de nos conseils par rapport à certaines choses qu'ils voulaient mettre en place, et ils voulaient s'inspirer de ce que nous faisons. Ils voulaient s'inspirer de comment nous communiquons, ils voulaient s'inspirer d'un certain nombre de chantiers que nous avons lancés. Donc nous, on n'hésite pas à les guider dans ce sens et à les orienter dans la bonne direction, c'est-à-dire qu'on a toujours cette ouverture d'esprit, cette main tendue, cette ouverture d'esprit pour orienter tous nos confrères. Donc on le fait avec beaucoup de plaisir, mais au-delà de ça, est-ce qu'on a rencontré des embûches particulières? Non, pas forcément. C'est vrai qu'au départ, vu qu'il y avait des représentants des anciennes associations dans 2 ou 3 villes qui existaient encore, même si les associations n'existaient plus. Donc il y avait des personnes qui doutaient un peu de notre projet de façon globale. Mais après, comme on le disait tout le temps, c'est les résultats et c'est le travail qui parle pour nous. On a essayé de lancer ce qu'on a appelé les chantiers majeurs au sein de l'association. L'un des chantiers les plus importants pour moi était l'assurance santé. Parce que parmi les problématiques, encore une fois, que j'avais notées, c'est que chaque fois qu'un compatriote est malade ou blessé ou a une situation, il sollicite l'association pour qu'il y ait une cotisation, pour qu'on lui vienne en aide. Sauf que, et je l'ai dit pendant l'Assemblée Générale, une association n'arrivera jamais à gérer et à supporter tous les cas sociaux qui arrivent. Surtout les cas de maladie. On a eu plusieurs cas, malheureusement même des cas de décès, de gens qui sont décédés, qu'il fallait rapatrier au Congo, il n'y avait pas les moyens, etc. Et cette situation, la seule façon d'y répondre de façon pérenne et efficace, c'était de travailler sur cette assurance santé. Donc l'un des premiers chantiers qui avait été lancé, c'était donc de concevoir cette assurance santé avec un assureur et de mettre cette assurance santé à la disposition de la communauté congolaise. Donc aujourd'hui, et depuis 6 mois qu'on a lancé l'assurance, ça s'appelle l'assurance Mibatela, Mibatela en lingala qui veut dire prendre soin de quelque chose. Et donc, il y a 2 formules, une formule à 139 dirhams par mois et une formule à 200 dirhams par an, qui vous permet de vous faire soigner gratuitement, de vous faire rembourser. Si vous allez en vacances au Congo et que vous attrapez le paludisme, par exemple, vous pouvez vous faire soigner et vous faire rembourser quand vous revenez ici. Elle intègre aussi le rapatriement en cas de décès. Donc c'est vraiment une assurance qui a été conçue pour la communauté congolaise. Et donc pour souscrire à cette assurance, vous devez avoir votre carte de membre actif de l'association. Donc ça a été l'un des chantiers majeurs et moi je continue de sensibiliser parce que même avec ça,
il y a des gens qui hésitent encore alors qu'ils n'ont aucune assurance. À la limite, ceux qui travaillent de façon légale, on va dire, ils ont au moins la CLSS et tout, ils peuvent se faire soigner, mais il y a encore des gens qui n'ont rien. Et moi, c'est pour ces compatriotes-là que j'essaie de me battre pour qu'ils souscrivent à cette assurance-là, pour qu'ils soient protégés. On ne sait jamais quand est-ce qu'on peut tomber malade et tout. Sûr. Au-delà de ça, on a lancé un programme qui s'appelle Start UCM, qui est un programme de microfinancement des projets des adhérents. Donc on a signé avec 2 entreprises partenaires qui étaient prêtes à financer des projets, mais c'est des projets qui vont être remboursés. Très bien. Mais c'est du microfinancement, c'est-à-dire que vous n'allez pas venir demander 500 000 dirhams. C'est vraiment des budgets, des tarifs assez raisonnables. C'est des budgets raisonnables. Il y a eu une première étape de présélection et une sélection. Ensuite, il fallait passer devant un jury pour soutenir. Donc, il y avait une douzaine de projets qui avaient été retenus. Les personnes sont passées devant le jury. Donc, il y a eu une notation sur cette base-là, qui a été diffusée aussi publiquement. Et il se trouve que les 2 projets qui sont arrivés en tête avec quasiment la même note, on a jugé que ce serait peut-être méchant de trancher d'un coup. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé il y a un mois un vote en ligne auprès de la communauté sur le site internet startucm.com pour départager. Donc les gens viennent et ils votent. Les votes vont se terminer dans 5 jours, je pense. Et donc les gens votent pour le projet gagnant. Il y a une présentation des 2 projets avec le budget qu'ils ont demandé, qu'est-ce que ça apporte en plus à la communauté, le délai de remboursement, etc. Mais le but, par exemple, de Start UCM, c'est de financer chaque année un projet d'un adhérent, chaque année. Mais au-delà de ça, on a lancé ce qu'on a appelé le FSA, qui est le Fonds de solidarité adhérent, qui est une caisse qui permet d'aider financièrement des compatriotes en difficulté. Et donc, on essaie d'être au maximum proactif pour la communauté. En tout cas, c'est assez intéressant tout ça. C'est une grosse machine, extrêmement organisée. Et justement, ce serait dommage que les Congolais de la République du Congo n'y adhèrent pas. Il n'y a pas de raison. Parce que tout a été cité de sorte à ce que le Congolais de la République du Congo puisse, bien sûr, se sentir à l'aise et intégré sur ce territoire qui n'est pas le sien. Et est-ce que vous avez un mot à rajouter justement par rapport à cette association, cette organisation? Moi, je suis bluffée en tout cas. Une petite question, mais moi, avant de poser ma question, j'ai dit aux Congolais que s'il ne veut pas adhérer, les citoyens, même si on change on va changer de nationalité, on va être Congolais, on va venir. La nationalité de Congolais du Maroc et Congolais, et Ivoiriens de Ah ouais, c'était quoi la question? Le président, en fait, j'ai vu que vous êtes bien organisé, vous êtes bien structuré. Oui, ça faut le dire. De bons projets, et c'est à féliciter. Maintenant, je veux savoir si vous êtes représenté sur Makassar ou alors vous ouvrez tout le territoire marocain. Alors oui, notre première mission a été de structurer la communauté sur toute l'étendue du territoire national. On a organisé des mini-assemblées générales dans les différentes villes pour que les communautés de ces villes puissent elles-mêmes élire leurs représentants. C'est-à-dire que ce n'est pas le bureau national qui va aller décider de qui va diriger à Rabat, qui va diriger à Marrakech. On leur a dit, chaque ville a ses problématiques, c'est à vous de décider de qui vous représentera. Par exemple, à Tanger, si je prends la ville de Tanger, la communauté congolaise, elle est à 90% constituée d'étudiants. À Rabat, c'est beaucoup plus diversifié, il y a beaucoup de travailleurs, il y a des médecins, il y a aussi quelques étudiants, mais c'est beaucoup plus diversifié, exactement. À Meknès, c'est principalement des étudiants. Donc, chaque ville a ses problématiques. Donc, c'était important pour nous d'organiser ces assemblées générales par ville pour que les bureaux des différentes villes soient constitués. Donc, aujourd'hui, on a un bureau UCM à Rabat, à Meknès, à Fès, à Marrakech et à Tanger. La dernière ville qui reste à
à organiser, c'est Agadir. Oui, il y a beaucoup d'étudiants. Oui, ça va se faire très bientôt. Et alors, on est assez fiers de cette structuration parce que aujourd'hui, les villes organisent leurs activités de façon autonome. Il y a 2 semaines, il y a eu la journée culturelle congolaise à Fès, qui s'est très bien passée. Ça a été vraiment un événement exceptionnel. Et d'ailleurs, celle de Meknes arrive le mois prochain. D'accord. Donc hier, je disais au président de la ville de Meknes que la barre a été mise très haute par Fès, donc il faut qu'il fasse mieux. Donc, chaque ville organise ses activités. Au même moment, à Tanger, il y avait une activité sportive. Ils avaient fait une matinée, ils avaient réuni la communauté un dimanche pour faire une activité sportive. La même chose a eu lieu à Rabat, etc. Donc chaque ville s'organise et nous, on les assiste, on les accompagne, on les soutient, on les oriente dans leurs activités. Magnifique, magnifique. En tout cas, franchement, c'est à applaudir. Et moi, je peux que dire félicitations. Merci. Félicitations. On a eu un grand plaisir à vous écouter, à surtout apprendre de cette association, parce que peut-être certains auditeurs ne savent pas que cette association existe. Et notre objectif, justement, avec Ozeli Podcast, c'est de mettre en lumière tout ce qui est entre griffes dans l'ombre, de faire ressortir toutes les informations possibles et sûrement de redorer l'image justement du subsaharien qu'on a déjà. Cette mauvaise étiquette, c'est de rendre cette étiquette-là positive et assez visible aux yeux de tous ceux qui pensent que le subsaharien est là pour chômer ou autre chose. Bref, mais en tout cas, UCM est bienvenue pour donner aussi un exemple à toutes ces autres associations parce qu'ils sont bien organisés. On prendra exemple sur vous. Les autres associations ont intérêt à le faire. Et merci aussi également à notre conseiller qui a eu de bonnes questions, de belles questions posées au président, M. Gilles, de UCM, Union des Congolais du Maroc. Et ce sera tout pour aujourd'hui pour Ozeli Podcast. Alors, si vous êtes Congolais, vous vous retrouvez à Marrakech, c'est ça, Agadir, Rabat, Casablanca, Fès, Meknes et Tanger. Et justement, n'hésitez pas, il y a les différents présidents représentés. Alors, M. Gilles, nous sommes au terme de notre émission Ozeli Podcast. Quel est votre mot de fin? D'abord, merci de m'avoir reçu, de m'avoir écouté et merci pour ces questions pertinentes. C'est toujours un plaisir de parler de l'association et de ce que nous vivons et surtout de comment nous construisons ce que nous sommes en train de faire. Et j'en profite pour remercier tous les adhérents et toutes les personnes qui au quotidien donnent de leur temps et de leur énergie pour faire vivre l'association. C'est extrêmement important parce que sans eux, il n'y aurait pas d'association. Donc merci infiniment à toutes ces personnes-là et merci bien évidemment à tous les représentants officiels de cette institution, que ce soit au niveau du bureau national ou des bureaux des villes. Et puis j'invite toutes les personnes qui ne connaissaient pas encore UCM à rejoindre, à monter dans le train maintenant, à nous rejoindre et à s'activer pour la communauté. Il y a une image que je reprends souvent, je dis souvent que ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est pour que demain ou après-demain, peut-être pas nos enfants, nos petits-enfants, arrivent au Maroc, vivent au Maroc et découvrent une UCM qui est devenue une véritable institution majeure et peut-être même avec des déclinaisons dans d'autres pays. Donc merci infiniment, rejoignez-nous et comme on dit en lingala, boya tosanana, totonga eloko na biso. Voilà, c'était ce mot-là que moi j'attendais en tout cas pour montrer que c'est vraiment en fait une association des Congolais.
C'était Osili Podcast en présence de Monsieur Gilles, bien sûr, président de UCM, Union des Congolais du Maroc, et également en présence de notre conseiller, Pasteur Blé. On a eu un grand plaisir à échanger avec nos deux grandes personnalités et n'hésitez surtout pas à partager, liker, commenter et puis avec Osili Podcast, on est toujours à notre aise. À bientôt pour un autre numéro.